Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue, avec comme invité aujourd'hui Giovan Onyonge, joueur de 50 ans en Betclic Elite. On est revenu avec Giovan sur les nombreux défis qu'il a rencontrés lors de sa carrière, comme les blessures, mais également une année incroyable à Pau il y a quelques années. Des défis qu'il a traversés à chaque fois grâce à sa foi en Dieu, quelque chose qu'il n'hésite pas à partager, et il a fondé dernièrement The Ball in Church, un compte Instagram pour tous les sportifs qui sont croyants. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est parti pour notre épisode avec Giovan Onyonge. Salut Giovan, bienvenue parmi nous dans le podcast. Salut bien Nico. Équipé à ce que je vois avec micro, caméra, casque, caméra, carte son, tout. C'est bon, ça fait plaisir d'avoir un invité qui est en place comme ça. On a eu Enzo Gudusina la dernière fois qui avait même pas d'ordinateur. Et il venait d'arriver à Andorre, non? Ouais, il venait d'arriver à Andorre, pas d'ordinateur, pas d'écouteurs, rien. Et alors que toi, là, c'est le grand luxe, ça. C'est cool. C'est quoi le projet podcast un peu parle-nous de ça un peu, on va commencer là-dessus. Ouais, j'ai créé une plateforme de Ball in Church. C'est une plateforme un petit peu une église pour réserver aux sportifs. Et voilà, j'ai réuni un petit peu tous les sportifs qui sont chrétiens. Et voilà, on essaie de se réunir pour parler un petit peu des valeurs, des principes que nous avons et de prier ensemble, parce que voilà, on estime que c'est super important de se rassembler, parce que la plupart d'entre nous on fait un peu les choses seuls, tu vois. Et donc voilà, j'ai mis cette plateforme là pour qu'on se réunisse vraiment et qu'on puisse voilà se connaître et apprendre à se connaître, quoi, tu vois. Ben ouais, pour ceux qui l'ont pas compris avec cette première question, on va aborder bien sûr ta foi dans cet épisode. C'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de ta vie, de ta carrière, et qui te rend très intéressant d'ailleurs. On va aborder ça un peu plus tard, mais super cool en tout cas. Et ça fait plaisir. Le fait que tu mettes les moyens et tout, bah ça, moi je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Donc on te souhaite bonne chance de ce côté-là, et on en reparlera un peu plus tard. Merci beaucoup. Giovan, avant de commencer, tu es d'où en fait? Parce que moi j'ai l'impression que Giovan il est né à Levallois. J'ai l'impression que j'ai toujours vu à Levallois, mais en faisant mes petites recherches, je me suis dit bon, on va quand même lui demander. Au final, il a l'air d'avoir un parcours familial assez intéressant. Donc, où est-ce que tu es né? Comment tu as commencé le basket? Présente-toi un peu, s'il te plaît. Alors, Giovan, je suis né au Congo. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans. Et je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé, donc je pensais vraiment pas au basket, hein. J'étais quelqu'un qui voulait aussi avoir, je pense, une enfance un peu comme les autres, tu vois. J'ai passé pas mal de moments difficiles, notamment traverser la guerre au Congo. Okay. Et voilà, mes parents voulaient absolument me ramener en France pour que j'ai vraiment de belles études et que je puisse avoir des études assez normales, quoi, tu vois. Et puis en arrivant ici, j'ai fait un peu mon cursus scolaire, et c'est comme ça que je suis arrivé dans un internat à Issy-les-Moulineaux, qui s'appelle Saint-Nicolas. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à jouer au basket avec des amis, vraiment en tant que loisir, hein, tu vois. Et c'est là que je me suis inscrit à Issy-les-Moulineaux, au club de Issy-les-Moulineaux. Et c'est là que j'arrive en loisir pour apprécier, pour jouer au basket, sachant que j'étais un passionné de foot, tu vois. Mon frère il jouait au foot, donc il y avait vraiment du foot et de la passion du foot dans ma famille. Mais en continuant à jouer au basket, j'ai commencé à apprécier ce sport-là. Je connaissais rien du tout, hein. Je connaissais vraiment rien du tout. Je connaissais pas Michael Jordan, je connaissais rien du tout. Je connaissais vraiment rien. Et puis en arrivant comme ça, c'est au bout d'un an que j'ai eu à faire un match par hasard avec Issy-les-Moulineaux, les départementales, parce qu'il y avait un joueur qui avait perdu sa licence. Et donc du coup, j'ai pris la licence de quelqu'un et je suis arrivé à Levallois. C'est comme ça que je suis arrivé à Levallois. Et il y avait Thomas Drouot, il y avait Jean-Marc Dupraz, il y avait Ron Stewart. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Il y avait Rodrigue Jules Gaston. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Levallois, et on a fait un match. Et j'ai mis un gros dunk. Tu vois, je savais pas jouer au basket, tu vois. Mais j'ai mis un gros dunk. T'en voulais, quoi. Voilà, j'en voulais. J'ai mis un gros dunk. Je savais pas ce que je faisais. Mais le lendemain, c'est Thomas qui m'a appelé pour me dire, écoute, voilà, on veut te prendre en stage. À l'époque, c'était Sylvain Lautier qui était le coach des pros. Jean-Marc Dupraz assistant, et Thomas Drouot. Donc Jean-Marc assistant des pros, coach cadet, et Thomas assistant de Jean-Marc. Donc voilà, c'est comme ça qu'après je suis arrivé à Levallois, et puis j'ai construit un petit peu
tout ce que j'ai pu faire, voilà, avec beaucoup de travail, parce que je savais pas jouer au basket, quoi. Ouais, beaucoup de travail, beaucoup d'envie. Enfin, de toute façon, t'as encore le même jeu actuellement, mais bon, t'as progressé quand même. Mais ça reste, merci. Ça reste dans ton ADN de charbonner. Quand tu parlais de vivre la guerre au Congo, t'as des souvenirs un peu de ça ou c'est lointain? Non, j'ai des souvenirs parce que voilà, j'avais à peu près 7 ans et demi, 8 ans, tu vois, avant d'arriver en France. Je me souviens quand même, quoi. Et je me souviens de pas mal d'épisodes. Il y a un épisode par exemple où on se retrouve au Palais des Congrès, c'est une grande allée au Congo, à Brazzaville, et il y avait une queue, tu vois, et en face il y avait l'armée rwandaise, tu vois. Okay. Et donc il y avait une file, il y avait une queue comme ça, et si t'étais avec eux, tu passais. Si t'étais pas avec eux, ils te tuaient, quoi. Wow. Tu vois. Et donc du coup on passe comme ça. Et ma mère, je m'en souviens, à l'époque, elle avait mis écrit sur son front rwandaise, tu vois, parce qu'elle voulait passer, quoi, tu vois. Et puis ils ont reconnu que c'était pas une rwandaise, tu vois, parce que tu peux reconnaître le métissage, tu vois, la peau et tout. Et ils ont reconnu que c'était pas une rwandaise, tu vois. Et ils ont dit OK, c'est pas une rwandaise, donc on va les tuer. Et donc le militaire, il charge l'arme. Tu vois. Et quand il charge l'arme, ma mère, elle dit écoutez, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais laissez partir mes enfants, tu vois. Et c'est là qu'on voit une voiture blanche sur le côté gauche arriver et qui dit laissez-les passer parce que je suis avec vous et laissez-les passer, je les connais très bien. Okay. Et donc du coup le soldat, il décharge l'arme, il nous laisse passer et on se retourne, on voit plus la voiture. Et c'est là que c'est le premier jour où on a eu foi en Dieu et on a cru qu'il y avait un Dieu qui vraiment existait et c'est comme ça qu'on a traversé et puis on est parti dans un village voilà, pour échapper à la guerre. Après on est parti à Kinshasa au Zaïre pour échapper à la guerre qui était à Brazzaville au Congo. Et quand on arrive à Kinshasa quelques mois plus tard, il y a eu la guerre à Kinshasa, donc on est revenu à Brazzaville, mais ouais, c'était assez traumatisant, si tu veux. 7-8 ans en plus, t'as vraiment t'es assez vieux pour t'en souvenir, quoi. C'est ça. Et le mec dans la voiture blanche, tu savais qui c'était? On sait pas qui c'est, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su qui c'était. Et du coup, la voiture, on l'a plus jamais retrouvée. Okay. On l'a plus jamais retrouvé. Ouais. T'es incroyable. Ça doit te faire marrant quand t'as les coachs qui te disent aller à la guerre pour un match de basket, quoi. Exactement. Tu dois dire, mec, tu sais pas ce que c'est. Exactement. Tu sais pas ce que c'est. Et c'est des épisodes qui sont vraiment traumatisants, tu vois. Quand t'entends l'alarme chez toi, quand tu sais qu'il y a la guerre et qu'on te dit de prendre tes affaires, tu vois. Un petit épisode encore pour te dire, mais tu vois, la veille, on était chez nous avec ma mère, ma sœur, voilà, on était ensemble, ma cousine, etc. Et puis on nous dit de prendre nos affaires et de partir, tu vois. Et quand on prend nos affaires et qu'on part, on va chez les voisins. Quelques heures après, les militaires viennent et ils bombardent notre maison, tu vois. Ouais. Wow. Ça, c'est des symboles comme ça qui sont super durs à. Et du coup, c'est traumatisant, mais quand tu traverses ça, tu grandis beaucoup plus vite, tu vois, parce que tu prends la valeur de la vie et tu. Et je pense qu'il y a plus grand chose qui te fait vraiment peur après, peut-être, non? Exactement. Ouais, tu grandis et puis tu sais que voilà, t'as traversé tellement d'épisodes difficiles que peu importe ce qui va t'arriver, tu sais que voilà, il y a toujours un moyen, une solution à ça, tu vois. Et j'ai lu, ton père était homme politique? C'est ça, il était homme politique. Aujourd'hui il est décédé. Il était homme politique, donc il travaillait à la présidence avec le président actuel Denis Sassou Nguesso. Et il était un peu son bras droit, hein, si tu veux. Il est son garde du corps. Et lui aussi, il a eu un épisode en 91 où il s'est fait tirer dessus, 7 à 8 balles dans le corps, et il a survécu à ça. Il a survécu à ça en venant en France. Il a été pris, on a pris soin de lui. Il a survécu à ça. Donc voilà, c'est un homme politique, un grand homme qui était en Afrique, ouais. Ok. Et donc ton frère, on le connaît un peu plus. Il joue encore d'ailleurs. Il doit jouer encore, non? Non, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite et maintenant il est coach. Il est coach des U16 du Paris FC. Ok, donc il était donc joueur de football professionnel. Il a joué en Angleterre, il me semble. Il a joué en Angleterre, donc il a commencé au Stade Malherbe de Caen. Et puis il a fait pas mal de clubs. Il a fait Reims, il a fait Rennes. Pardon, il a commencé à Caen. Après il est parti à Rennes en formation. Et ensuite il a fait pas mal de clubs. Reims, il a fait Bastia, il a fait Wolverhampton en Angleterre en D2 anglaise. Donc c'était à l'époque où Wolverhampton avait vraiment l'ambition de monter. Donc ouais, pas mal de clubs, il a fait une belle carrière. Aujourd'hui, il est au Paris FC. C'est quoi pour toi, le fait d'avoir un frère comme ça, ok, il fait pas le même sport, mais il est professionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a beaucoup apporté, surtout, tu sais, quand on était à Levallois, quand on était jeunes, tu vois. Voilà, il connaissait un petit peu les dessous du sport et comment le sport c'est aussi un monde de requins, tu vois. Donc voilà, quand t'as un frère comme ça qui connaît un petit peu ça, même si c'est pas le même sport,
voilà, ce sont les mêmes principes et ce sont les mêmes gens au final, tu vois. Il y a des GM, c'est la même chose, tu vois. Donc c'est encore pire, je pense. Et je pense que c'est encore pire, tu vois, avec le business, avec l'argent qu'il y a dans le foot. Je pense que c'est vraiment encore pire, tu vois. Donc, il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, tu vois. Et puis, quelqu'un qui était là, et puis comme, tu sais, moi, j'étais un peu assez fou quand j'étais jeune. Et quelqu'un qui était assez posé avec sa famille, tu vois, avec sa femme. Bah, il me montrait, voilà, une image d'un sportif qui était bien, quoi, qui était posé, et il me donnait plein de conseils. On s'appelait avant les matchs, tu vois, et voilà, c'est ça qui a permis aussi que, tu vois, on avait le côté famille, mais on avait aussi le sport comme élément important ensemble, tu vois. Ouais, j'avais souvenir d'un reportage sur lui sur Canal+, quand on jouait ensemble à Levallois, où ça se voyait qu'il était, comme tu dis, nous on avait quoi, 22, 23 ans, donc on était sérieux, mais tu sentais que lui, était dans un stade de sa carrière où il était vraiment bien dans sa peau, et après c'est pas du tout le même morphotype quand même. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est abusé quand même, les gars. Il est. C'était quoi? Il est plus fin que moi, tu vois. Il y en a même qui pensaient parfois on disait même que c'était, comme j'étais plus costaud, plus grand, on pensait que j'étais le grand frère, quoi, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et donc, t'arrives à Levallois, comme tu nous disais avant, avec Thomas Drouot, Jean-Marie Dupraz, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es vraiment, tout est nouveau pour toi, tu débarques, sachant que bon, Levallois, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas la ville basket, il n'y a pas une immense ferveur non plus, mais on va dire qu'il y a toujours eu tu vois, avec les Cardiac Kids à l'époque, le vivier du basket francilien, avec beaucoup de jeunes talents, et on va dire que Levallois, ça a toujours été un club plutôt formateur. Je sais pas si c'est encore le cas, j'ai pas envie de m'avancer, mais à l'époque en tout cas, quand tu arrives là-bas, tu as conscience que tu as peut-être une occasion ou pas du tout? J'ai zéro conscience, je ne sais même pas ce que je fais là-bas en fait, tu vois. Quand j'arrive en cadet départemental, et tu vois, je rencontre Jordan Aboudou, Lens Aboudou, je rencontre des gens des joueurs qui sont déjà entre guillemets préparés, prêts à jouer au basket, tu vois. Et moi j'arrive, je connais rien, je sais pas comment jouer. J'arrive, je m'en souviens, le premier entraînement, j'arrive en Warach avec des chaussettes de foot, des chaussettes de foot, un short de foot et un long t-shirt jaune, tu vois, je m'en souviens, et ouais, je sais pas ce qui m'attend en fait, ce qui va m'arriver, tu vois, et c'est Ron Stewart, Thomas Drouot qui me voit et qui croit en moi, quoi, tu vois, qui croit en moi et qui disent voilà, ce gars-là, il a du cœur, donc on va essayer d'investir en lui, on verra ce que ça va donner, quoi. Ouais, c'est vrai que Thomas a toujours beaucoup cru en vous, et c'était limite touchant, tu vois, de voir ce petit gars sur le bord de touche qui, exactement. On va le dire clairement, des fois il pétait des câbles. Mais tu vois, quand tu vois un coach comme ça péter des câbles, mais que tous ses joueurs lui en veulent pas, c'est que tu te dis bon, il doit faire énormément pour eux en dehors, tu vois. Et je pense que ça a toujours été le cas. Enfin, même moi quand j'ai joué à Levallois après, c'était le premier après un mauvais match ou les périodes un peu compliquées qui te faisait bosser, qui était c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Clairement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un j'ai vraiment développé, il a vraiment développé le côté sportif, c'est vrai, mais aussi l'humain, tu vois. Et aujourd'hui, on a une telle relation, tu vois, on s'appelle régulièrement, c'est au moins une fois dans le mois, je pense, tu vois, on prend des nouvelles, tu vois. Donc, il y a eu vraiment eu ce côté aussi d'amour, tu vois, qui, tu vois, et voilà, c'était des jeunes, moi j'étais pas avec mes parents, ma mère, elle était encore au Congo, tu vois. J'étais avec ma sœur, mais tu vois, ma sœur, elle était loin, tu vois. Donc j'avais besoin de personnes qui étaient là pour m'entourer et pour m'épauler, tu vois. Ouais. Et Thomas, il était là pour ça. Et raconte-nous un peu vraiment tes tout premiers pas en pro, surtout notamment un peu, c'était quoi ton émotion? Ok, j'y suis, c'est bon, c'est qu'une étape, ou alors waouh, c'est quand même beau, quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas la même sensation. Est-ce que c'est juste un objectif, c'était un rêve ou quoi? Ouais, c'était un peu partagé, tu vois, parce que d'où je venais, je trouvais ça ouf, quoi. D'où je venais, et tu vois, on a parlé tout à l'heure de la guerre, du bled et tout, tu vois. D'où je venais, pour moi, c'était quand même un exploit d'arriver et de rentrer dans un monde pro, tu vois. Mais en même temps, j'étais assez humble pour reconnaître que je n'y étais pas du tout, tu vois, et que j'avais beaucoup à prouver, tu vois. En arrivant dans le monde pro, j'étais super heureux parce que j'ai travaillé tu vois, je m'en souviens des étés où je travaillais à 6h du matin avec Ron Stewart, où je bossais, tu vois, tout le monde était en vacances, mais je bossais comme un ouf, tu vois, parce que je devais rattraper des séances de travail et des heures que je n'avais pas, tu vois. Et en même temps, quand t'arrives en pro, tu te dis écoute, je suis au début, j'ai rien fait du tout.
Et tu vois, c'est un petit peu ce que manque la jeunesse aujourd'hui, c'est que dès que les jeunes aujourd'hui ils arrivent en pro, ils pensent qu'ils sont arrivés alors qu'ils ont rien fait, tu vois. Ils ont tout à prouver. Et donc j'avais aussi cette part de moi qui voulait encore tout prouver, encore vouloir prouver que je pouvais encore aller plus loin, tu vois. Et c'est ça en fait, tu vois. Quand je m'en souviens quand j'étais en cadet, Thomas il me disait, le premier discours que j'ai entendu c'était il y avait 20 joueurs et il disait OK, dans les 20 joueurs, il y en a 3 ou 4 qui vont sortir pro et le reste vous allez pas sortir pro, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai gardé en moi et qui m'a permis de non seulement quand je suis arrivé en pro, mais j'avais toujours ça en moi, tu vois. C'est OK, t'as fait 1 an mais c'est pas tout. Tu vois, tu dois faire 5 ans, tu dois faire 10 ans, tu dois faire 15 ans, tu dois faire 20 ans, tu vois. Et c'est ça qui me drive encore aujourd'hui, quoi. Non, et puis je pense que t'étais pas sur la génération que vous aviez, sur l'équipe Espoir, bah t'avais des profils, on va dire, tu vois, qui avaient plus de hype à l'époque. T'étais pas forcément celui, voilà, on allait dire, ouais, Jovan Onyonge, il défend bien, il en veut, mais techniquement, il manque peut-être quelque chose. Et après, bah derrière, ça dépend si tu fais le taf pour combler le manque, tu vois, et ça au final personne peut le savoir si tu vois les entraînements à 6 heures, etc. On parle des vrais entraînements à 6 heures, pas les Insta workouts. Hein. Exactement. Non mais c'est top la mentalité, t'as raison, hein. Maintenant on pense que tu vois c'est une étape, mais on se rend pas compte que quand t'es jeune, notamment même après je trouve, une bonne saison, et bah tu peux très vite, si t'en fais une mauvaise derrière, il y a toujours un autre jeune qui arrive en fait, tu vois. Exactement. J'ai l'impression que les gens, les spectateurs, les clubs, ils aiment bien un peu, tu vois, avoir un nouveau jouet entre guillemets, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc quand t'es un peu la nouveauté, c'est cool, mais quand t'as un autre derrière qui arrive, qui est un peu moins cher, qui est nouveau, jeune, bah ok, bon bah si t'as pas fait le taf, c'est vers ce gars-là qu'on va aller, quoi. C'est clair. Donc écoutez bien cette mentalité, c'est ce qu'il faut, notamment au début. Et très tôt, tu as quand même eu des équipes en pro. Je me souviens, en 2013, là, quand vous avez gagné la Coupe de France avec Paris. Enfin, avec Paris Levallois, on va bien appeler la ville. C'est ton premier titre majeur pour toi. Et tu avais quand même une sacrée équipe avec des anciens joueurs NBA, Antoine Dio, Andrew. Quand tu vois ces gars-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te rends compte c'est du haut niveau? Ou tu te dis, bon, bah, je les trouve pas forcément beaucoup meilleurs que moi, quoi. Non, je les trouve exceptionnels. Tu vois, t'as Andrew, t'as Andrew qui est en équipe de France, t'as Antoine Dio qui est en équipe de France, t'as des gars comme Julius Hodge, tu vois, Hodge qui a fait de la NBA et tout, tu vois, t'as des mecs comme Jawad Williams, qui a fait de la NBA, t'as des mecs qui ont quand même un vrai bagage, tu vois, et quand tu vois ça, bah, ça te donne envie de les observer, tu vois. J'ai beaucoup observé ces gars-là et surtout j'ai pu apprendre beaucoup d'eux, tu vois. Et tu vois, quand je regarde encore Andrew, quand je regarde, voilà, je ne cessais d'apprendre et quand je les voyais, j'étais juste waouh, tu vois. Genre, je suis avec des gars qui ont joué en NBA, je suis avec des gars qui jouent en équipe de France, je suis avec des gars qui ont un bagage et qui, alors que moi je suis rien, quoi. J'ai rien fait, je suis arrivé à Levallois, tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant, tu vois. Mais ça rend humble et ça donne envie justement de leur poser plein de questions et de dire mais comment t'as fait pour arriver là, tu vois. Je pense que c'est vraiment la bonne mentalité et en plus tu gagnes un titre au passage et mais est-ce que ton plus beau fait d'armes à Levallois, c'est pas quand dans la saison c'était quoi, 2013-2014 je dirais, est-ce que c'est pas quand t'as séparé Jawad Williams de la bagarre contre Gravelines Dunkerque où il allait potentiellement tuer un gars sur le terrain, quoi. Et tu sais quoi, c'est fou parce que on en a parlé, j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps parce qu'il a vu cette vidéo, je crois que c'était le kiné de Saint-Quentin. Et il a trouvé, en fait, il cherchait des bagarres de sport et puis il a trouvé une bagarre dans le basket et puis j'étais là en train de sortir Jawad Williams Jovan, mais c'était incroyable. C'est pas t'étais en train de le sortir, t'étais peut-être le seul qui pouvait arrêter le truc parce que n'importe qui d'autre n'avait pas les muscles pour. Il était quand même super motivé. Et c'était quand même clairement. Le mec, je sais plus comment il s'appelait le joueur. C'était John Holland. John Holland qui quelques années plus tard, tu te souviens, il faisait une interview en sortie de Rock-Up en disant que il faisait le mec et moi je repensais à ça. Je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il disait? On est des dogs et tout. Moi je repensais la dernière fois que je l'ai vu sur un terrain, il était en train de partir dans un coma profond. Et après, d'ailleurs, le Valois, ils ont viré derrière Jawad Williams. C'est vraiment dommage, je pense, parce que franchement, on était à 7 ou 8 victoires de suite. C'était une équipe incroyable. On commençait vraiment à trouver notre rythme.
Et derrière, Ouais, ça fait ouais. partie des petits moments de la saison où, Ouais, ouais. franchement, beaucoup de regrets sur cette année-là par rapport à ça. Je m'en souviens de ce match où on joue contre Limoges. Tu te rappelles ou Ouais, pas? ouais, Et je crois que c'est toi qui je crois que t'avais fait un super match aussi. Et je crois que Jawad ne jouait pas, Daniel Ewing ne jouait pas. ouais, ouais. Et je crois que sur le terrain, à un moment donné, il y avait toi, moi, Ada, tu vois, et on avait fait un carton de ouf. Je crois qu'il Que des il y Français. avait Aloysius, je crois, Ouais. Anosike qui était en 5, tu vois. Ouais, ouais. Je me souviens, il y a Louis Labéry qui C'était, commençait du coup un peu et Louis à Labéry. sortir du placard. Ouais. Andrew qui jouait à Incroyable. un niveau incroyable chaque Ouais, match. ouais, ouais. Non, c'était vraiment, C'était ouf. c'était une C'était ouf. super année en tout cas. Ah ouais, c'était clair, c'est clair. À Levallois, ensuite, je me souviens que tu commences très bien la saison et tu te fais une blessure qui était assez grave. Hum. Alors qu'on avait peut-être l'impression que c'était un peu, tu as ton envol. Hum. Raconte-nous un peu, voilà, pareil, les émotions qui te traversent l'esprit à ce Ouais, moment-là. c'était dur, hein. C'était, je crois que c'était l'épisode le plus dur de ma carrière, tu vois. Euh, je sors d'une Summer League, tu vois, j'ai fait une saison normale, hein, je crois que t'as tourné à 8 points, 7 points, tu vois. Mhm. Et j'ai l'opportunité de faire une Summer League, donc je vais en Summer League, ça se passe super bien, tu vois, je découvre un autre basket, tu vois, vraiment un autre basket, une autre culture. Et donc quand j'arrive là-bas, tu vois, je vois que c'est vraiment un monde de possibilités, je vais faire un truc de ouf, tu vois, et je fais un match contre Toronto où je mets 12 points en 12 minutes. Attention, à 4 sur 11 en 10 minutes. Et personne Tu vois. t'a rien dit, je suppose. Et personne, bien sûr, m'a rien dit, tu vois, tout le monde a dit t'es un shooter. Et tu vois, je sors de là, tu vois, et je suis simplement motivé, je me dis bon, je sors d'une saison à Levallois, je goûte à la Summer League, tu vois, on me propose un contrat non garanti, on me dit bon, vas-y, tu restes avec nous en G-League et tout, machin. Je refuse, je me dis bon, je vais faire une grosse saison à Levallois et puis je vais y tourner, tu vois, je vais y retourner, je vais essayer de faire un truc. Et puis je fais une super pré-saison parce que je taffe, je suis motivé, je suis déter, et puis premier match de la saison, malheureusement, je me fais les croisés et ça a été hyper difficile. Franchement, ça a été dur. Et c'est là, tu vois, que t'as besoin de potes et de frères. Et je m'en souviens, toi, t'es venu me voir à l'hôpital, tu vois, à Ouais, Lyon, pour m'encourager et tout. Et c'est là que c'était super dur parce que, bah, t'es en fin de saison. Enfin, t'es en fin d'année de contrat, pardon. ouais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Comment ça va se passer, tu vois? Et ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux jeunes qui montent et en devenir derrière toi, et bah, tu vois, il y avait Cyril derrière, Cyril Eliezer, tu Ouais, vois? ouais. Et en fin de saison, j'essaye de revenir, tu vois, mais je suis pas à 100% forcément, tu vois. Mais j'essaye de revenir pour que les clubs voient que je suis quand même revenu, tu vois. Ouais. Et là, il y a Frédéric Fautou, qui dit, bah, écoute, on te garde pas. Parce que bah il y a Cyril qui est au même poste que toi et qui voilà, on va pas prendre deux joueurs du même poste et pareil, tu vois, donc ils prennent Cyril, ce qui est tout à fait normal, je pense. Et du coup, bah je vais à Boulazac, mais en fait j'y vais pas prêt, quoi. Ouais, J'y vais pas t'as pas envie prêt. d'y aller, t'as pas Je envie d'y suis aller en plus. ouais, j'ai pas envie d'y aller, tu vois, et j'avais envie de goûter à autre chose, tu vois, je voulais plus, tu vois, et je me retrouve bon, je respecte Boulazac, mais je me retrouve dans un club qui vient de monter, alors que moi j'avais des ambitions qui étaient plus grandes, tu vois. Ouais. Et ça a été dur. Et ça a été dur, ouais. Et leur décision là, de Frédéric Fautou, t'as réussi à la comprendre? Ou alors sur le coup, maintenant avec l'expérience, bien sûr, t'arrives à la comprendre, on va te dire que c'est un business. Mais est-ce que sur le coup, t'as réussi aussi ou t'étais vraiment en mode Non, c'était dur. moi j'aurais C'était été dur parce rageux, que moi j'aurais été rageux, hein, je te mens ouais. pas. Ouais, c'était dur parce que tu vois, j'avais eu des promesses en fait. Pour être honnête, j'avais reçu des promesses de la part du président et de Fautou comme quoi on comptait sur toi, tu vois. On comptait Ouais. sur toi et malgré ta blessure, t'inquiète pas, on est là et on va avancer ensemble, tu vois. Donc forcément sur le coup, ça a été dur, tu vois. Et j'avais vraiment nourri un peu d'amertume, tu vois, et ouais, j'étais déçu parce que bah tu connais, c'est le club de ton cœur, tu voulais encore à rester là, tu vois. Mais voilà, après j'ai appris que à travers ces épreuves-là, vraiment j'ai grandi, tu vois. Et ça a été dur parce que bah tu vois, j'ai perdu, je pense, ouais, 1 à 2 années après ça, tu vois, après ça. Et est-ce que on parlait de ta foi là en intro de l'épisode, euh, c'est là que tu l'as vraiment développé ou alors bien plus tôt? Parce que quand je suis arrivé à Levallois, j'ai pas l'impression que tu étais autant dans la religion. Ouais, Et ouais. au fur et à mesure, on l'a vu que ça prenait de plus en plus de place. Je veux dire, je Bien te vois sûr. encore arriver avec l'enceinte. Généralement, on a l'habitude d'avoir des basketteurs qui se trimballent avec des enceintes et du rap dedans. Toi, tu avais l'enceinte et les chants religieux. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait lui et voilà, est-ce que ça, c'était vraiment des épreuves qui t'ont encore renforcé, quoi? Bien sûr, c'est là où justement, tu vois, quand t'as pas trop d'appui, tu t'appuies sur une espérance, tu vois, tu t'appuies sur une espérance et sur un but, tu vois, et donc c'est là que j'ai vraiment découvert
encore plus ma Bible, tu vois, ma Bible et qui est vraiment aujourd'hui le fondement de et l'appui de tout ce que je peux faire aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vraiment là aussi dans ces moments-là, tu vois, c'est dans ces expériences-là que tu peux aussi découvrir un amour qui est différent, tu vois, parce que j'avais forcément besoin d'amour, tu vois, de la même manière que le monde aujourd'hui a besoin d'amour, tu vois, et c'est là que j'ai vraiment découvert un amour qui va au-delà de ta propre vie, et j'ai grandi, ouais. À travers cette expérience-là, j'ai pu aussi grandir dans ma foi et avoir un vrai moment d'intimité, parce que tu vois, t'es seul. Au final, t'as ta famille, t'as ta femme, t'as tes enfants, enfin, tu vois, tu peux avoir des enfants et tout, mais t'es seul, en fait, au final. Donc, et c'est dans ces moments-là que tu réfléchis beaucoup et tu penses à la vie, quoi. Ouais. C'est vrai que sur ça, on est tellement, tu vois, tellement différents, tu vois. Et en vrai, t'as jamais essayé tu vois, vraiment de me convertir. Moi, je crois en beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est vrai que la religion en elle-même, j'ai toujours eu plus de mal. Et tu vois, typiquement, quand ton frère, je me souviens à l'époque, il a sur le reportage, il disait en gros, si je gagne, c'est grâce à Dieu, tu vois. Et je me disais, mais attends, mais dans l'autre équipe, il y a un mec qui va penser la même chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je trouve que quand c'est dit comme vous, avec respect, avec, tu vois, voilà, vous partagez votre foi, vous essayez pas de forcer les gens à croire ou pas. S'il y en a d'autres qui se rajoutent à ce que vous croyez, bah c'est top. Mais tu vois, c'est toujours été dit avec respect et j'espère que ta chaîne, elle va marcher parce que je pense qu'il y en a d'autres, et il y en a d'ailleurs qui ont besoin de ça. Tu vois, j'en parlais à un gars comme Jonathan Jeanne, j'ai l'impression qu'il est rentré aussi dans la religion. Tu sais, Jonathan Jeanne, excuse-moi pour te couper, Jonathan Jeanne, quand il s'est blessé, quand il a eu son syndrome, tu vois, j'ai été une des premières personnes à lui avoir parlé, tu vois. Et c'est moi vraiment qui lui ai introduit la Bible, en fait. Je lui ai parlé de ça, on a prié ensemble, on s'est rencontrés, tu vois. Je connaissais pas, mais voilà, je l'ai appelé et j'ai dit, écoute, je sais ce que tu traverses, je sais que c'est dur, mais moi j'ai une solution pour toi, tu vois. J'ai une solution pour toi et j'ai pu essayer de donner un petit peu ma partition, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que il va s'en souvenir, tu vois. Il s'en souviendra de cet amour que j'ai pu manifester à son égard, tu vois. Parce que dans ces moments-là, c'est vrai que c'est dur et t'as besoin d'avoir un support et quelqu'un qui en tout cas qui peut t'aider, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Surtout lui avec son histoire. Il faudrait que je l'ai dans le podcast. Il est super intéressant. Je l'ai rencontré en équipe de France. Et je pense qu'il a aussi une mauvaise, enfin pas une mauvaise image, mais quand t'es jeune, tu vois, tout le temps on te prend pour un prospect un peu, ambitieux, arrogant, qui se perd. Alors qu'au final, en équipe de France au rassemblement de novembre, je l'ai trouvé tellement intelligent pour ce qu'il a vécu. Je pense que tu vois, ça a dû aider aussi. Et bien sûr. Franchement, c'était terrible, quoi. Et sur le terrain, concrètement, est-ce que comment ça t'aide, tu vois, cette foi? C'est une très bonne question. Tu vois, je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un et je lui disais, tu sais, c'est pas une question d'abord, parce qu'il y a des gens qui me disaient, ouais, mais de la même manière que tu avais posé cette question, ouais, mais pourquoi tu dis, ouais, grâce à Dieu j'ai gagné, mais s'il y a la même personne à côté qui a perdu, ça veut dire que lui c'est pas grâce à Dieu et toi c'est grâce à Dieu, tu vois. Ouais. Mais non, en fait, je pense que c'est vraiment, j'essaye tant bien que mal de voilà. En fait, si tu veux, l'évangile dont je parle et dont j'essaye de transmettre à des personnes, c'est simplement un message d'amour, tu vois. C'est simplement un message d'amour qui essaye de démontrer en fait qu'il est possible d'avoir une vie d'amour, tu vois, sans rivalité, sans mépris, sans méchanceté, sans dénigrer l'autre, tu vois, dans le respect. Et moi, ça m'aide dans le sens où quand je vois une personne sur le terrain, bien sûr qu'il y a la rivalité, tu vois, mais c'est une rivalité dans l'amour, tu vois. C'est une rivalité non pas dans le mépris, non pas dans je veux écraser l'autre, mais c'est une rivalité dans l'amour, tu vois. Et ça m'aide vraiment parce que on est dans une société aujourd'hui où si tu veux réussir, tu dois écraser l'autre. On est dans une société aujourd'hui, donc quand tu veux réussir, tu dois mal parler de l'autre, tu vas faire en sorte que toi, tu sois plus grand que l'autre, tu vois. Et c'est simplement un message qui démontre que la plupart des personnes qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont un manque d'amour. Et nous, on est là, en tout cas, moi je suis là, en tout cas pour essayer de transmettre un amour que Jésus a démontré dans la Bible. Et quand il est venu dans ce monde, il a juste démontré un amour qui était assez spécial, qui ne jugeait pas, qui aimait, qui ne se vantait pas, tu vois, qui ne s'enflait pas d'orgueil. Et c'est un amour qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout, tu vois, un amour qui ne juge pas les autres et qui considère l'autre de manière égale.
tu vois. C'est un amour qui ne rabaisse pas, par exemple, les femmes, qui sont tellement rabaissées aujourd'hui, qui sont tellement dénigrées aujourd'hui. Et c'est un amour qui regarde à la femme égale à l'homme, par exemple, tu vois. Donc c'est ça vraiment qui me drive, même quand je suis sur le terrain, tu vois. Parce que c'est une fondation et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre à beaucoup. Ouais. Bah, et dans ton quand tu parles à tes coéquipiers, je sais pas, avant un match, t'abordes ces choses-là ou alors t'es vraiment plus sur un discours plus classique, tu vois, dans le leadership Ouais, je suis plus plus dans un discours. Ouais, je suis plus dans un discours classique parce que, alors j'essaie toujours de, tu vois, quand on parle de la Bible et de Jésus, etc. Beaucoup pensent que j'essaie de vouloir, en tout cas, beaucoup pensent qu'il faut absolument convertir tout le monde, tu vois. Je pense pas que c'est le cas. Je pense pas que c'est le cas, mais je pense que si chacun d'entre nous on adopte les principes, tu vois, le principe de l'amour, le principe de la loi du travail, de la persévérance, de la foi, etc. Je pense qu'il y a des principes qui peuvent être transmis sans pour autant que la personne se convertisse. Et en fait, c'est ça. Quand je parle, par exemple, avant un match, j'essaie de transmettre des valeurs, les valeurs d'unité, les valeurs de persévérance, les valeurs de confiance, tu vois. Et c'est ça que je transmets plutôt que de dire, ouais, tu sais, la Bible dit, donc on doit faire ça par rapport à la Bible, tu vois. Non, c'est beaucoup plus loin que simplement dire des versets, mais c'est beaucoup plus dans les principes que j'essaye de communiquer, en fait. Et pour ton après-carrière, c'est quelque chose, tu veux rester là-dedans on avait parlé, je sais qu'à l'époque, on t'appelait le pasteur. Je sais pas ce que t'en as fait de ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour l'après-carrière aussi? Alors, tu vois, quand j'étais à Pau, j'étais dans le basket et tout, tu vois, mais j'étais aussi quelqu'un qui a mis en place, donc je suis dans une église appelée Impact Sainte-Chrétien, et donc il y a beaucoup de branches dans plein de villes, et du coup j'étais de ceux qui ont mis la branche à Pau. Okay. Tu vois, donc le titre entre guillemets de pasteur, avant le titre, il y a d'abord eu la responsabilité, tu vois, et je prenais plaisir à prendre soin des gens, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui je pense va m'accompagner tout au long de même l'après-carrière. Voilà, moi j'ai un désir de devenir un coach, tu vois, de devenir un coach et de travailler dans le coaching. Okay. Donc du coup au final ça va un peu dans le même sens, tu vois. Bien sûr. Ça va un peu dans le même sens parce que j'aime bien l'humain, tu vois, j'aime bien parler, j'aime bien encourager, surtout j'aime bien emmener les gens quelque part, tu vois. Et c'est ça aussi qui me drive dans le leadership, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le leadership positionnel, tu as un coach et tu dis voilà, fais ça, donc tu fais ça. Mais je pense qu'il y a un leadership qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus profond, qui amène justement à avoir des relations, à créer des ponts avec les joueurs, avec les autres, et de les amener à devenir des personnes, quoi, tu vois. Tu veux donc plutôt être coach de club, équipe? Ouais, j'aimerais bien. Alors ça, tu vois, Joe, j'ai hâte d'avoir ton avis dans 20 ans, parce que ça, c'est une des interrogations de ma vie que j'ai. Ouais. De savoir si ce genre de leadership, et j'espère que tu as raison, j'espère que dans 20 ans tu me dis écoute, tu as raison, mais j'ai toujours cette sensation que quand trop de, tu vois, entre guillemets, gentil amour dans le sport pro, et bah t'as 90% des gars de ce milieu qui prennent, tu vois, qui vont prendre ça pour de la faiblesse et qui vont tu vas essayer de prendre le dessus par rapport à ça. Et j'espère que c'est toi qui as raison. J'espère pas que c'est moi qui ai raison, vraiment, hein. Mais tu me le diras. Alors tu vois, je pense que l'amour ne se dissocie. Enfin, l'amour en fait ne dit pas que tu dois être trop doux. Tu vois. Okay. L'amour c'est être juste en fait. Tu vois. L'amour c'est être juste. Tu vois. Donc être juste c'est parfois dire non quand c'est non en fait. Tu vois. Donc l'amour c'est pas que la douceur ou la faiblesse. L'amour c'est aussi être très juste dans ce que tu dis, très juste dans ce que tu fais. Et parfois l'amour est dur. Oui, parfois l'amour est dur, je pense, tu vois. Okay, bon. Nos enfants, tu vois, t'as des enfants, j'ai des enfants, tu vois. Parfois l'amour, c'est dire non, tu vois, et c'est dur. Tu vois, des fois on est dur avec nos enfants, tu vois, mais ça fait partie de l'amour, quoi. Ah, t'as raison. Tu sais, moi, quand j'ai su que Dieu était avec toi, quand tu mets des fade-away 5 mètres derrière la ligne avec la planche contre Limoges, ça, c'est le genre de truc, je te jure, sur le terrain, tu vois la balle rentrer avec la planche. Tu te dis, ouais, mais t'as envie d'aller voir l'arbitre et dire, c'est pas lui qui a marqué, les gars. C'est pas lui qui a marqué, les gars. Et après, quand je vois contre Paris, tu refais pareil, je dis, c'est pas lui, les gars, ça sert à rien de jouer. Tu vois, pour la petite anecdote, tu vois, moi, je prie, tu vois, même pendant le match, je prie, tu vois, et parfois, il m'arrive de me mettre dans des endroits, mais je sais que, parfois, bon, alors les gens, ils vont dire, c'est une intuition, tu vois. Et moi, je crois que je suis drivé, tu vois, je suis conduit, et parfois,
Tu vois, Limoges, j'étais pas censé être là, tu vois. Dans ce poste-là, j'étais pas censé être là, tu vois. Et Paris, pareil, j'étais pas censé être là, mais ces shoots, pour le coup, ils sont rentrés, tu vois, et ça a donné la victoire. À chaque fois, je dis, c'est pas lui qui marque, les gars. Calmez-vous, annulez le panier. Super, super intéressant, en tout cas. Il faut que je revienne à tout prix sur on parlait d'amour et tout, de tout ça. Maintenant, ta saison à Portez, est-ce qu'il y avait de l'amour? Faut que tu m'en parles de cette saison-là. Ta saison à Pau, donc 2021-2022. Raconte-nous un peu le contexte de départ. Il y avait eu des investisseurs américains qui sont arrivés. Investisseurs américains qui sont arrivés, drivés par un mec qui s'appelle Taquan Pinheiro. Qui était un ancien joueur. Qui était un ancien joueur de l'élan Bernay. Un ancien bon joueur de l'élan Bernay. Et qui était assez respecté, il me semble. Ouais, assez respecté, hein. Même à Pau, hein, tu vois, il était très respecté. Et puis les Américains, ils arrivent avec un rêve, quoi. Ils arrivent avec un rêve et ils disent voilà, on va révolutionner le basket français, tu vois. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je viens, tu vois, parce que je vois le projet. Voilà, ils me parlent d'un projet incroyable avec un complexe sportif juste à côté du Palais des Sports. Mais vraiment, ils me font du rêve. Tu vois, ils me font du rêve. Attends. Est-ce que là, à ce moment-là, déjà, est-ce que tu y croyais? Où tu te dis, parce que c'est humain d'y croire. Franchement, on te dit un truc, tout le monde veut entendre que tu arrives dans un projet. Donc t'y croyais à fond à ce moment-là. Mais bien sûr que j'y croyais, parce qu'on me propose un projet et du coup on montre tout en fait. Les plans, on montre la maquette, on montre les plans, on montre tout. Tu vois, on me dit voilà, regarde ça, ces trucs. Et non, attends, mais le pire c'est pas ça. On te dit voilà et tout. Non seulement tu vas faire partie du projet, mais on veut que tous les joueurs ils aient 5% ou je sais plus combien des parts du projet, etc. Donc du coup, ça sera un bénéfice financier. Écoute, c'était tout un projet, gros. Et ça te donnait envie, tu vois. Tu te dis, ah, vas-y, mais moi, je vais rentrer dedans et puis je serai riche à travers ça, tu vois. Et puis tu te rends compte qu'en arrivant là-bas, ils ont mis 0 €, quoi, tu vois. Ils ont rien mis, c'était que des promesses. C'était que des promesses. Et du coup, ce qui est ouf, c'est que, tout ce qui sort de tout, les joueurs sont payés comment, mais c'est pas eux qui payent, en fait, tu vois. C'est la trésorerie, de l'élan Bernay, quoi, tu vois. Et c'est ouf parce que, moi, je m'en souviens, on joue contre Gravelines en Coupe de France et le GM de Gravelines qui dit, ouais, et tout, c'est des joueurs qui sont là, mais en fait, ils devraient même pas être là parce que c'est de l'argent qui était à crédit, mais tu vois, c'était trop marrant, quoi. Et quand est-ce que t'as senti que ça commençait que le projet qu'on te vendait, c'était pas ça, en mi-saison, et que ça commençait à puer un peu? En mi-saison, tu vois, tu voyais que c'était déjà le bordel. Tu vois, tu voyais un coup, il y avait quelqu'un qui venait. Après, on s'est rendu compte que le GM, le gars, en tout cas, les deux gars qui nous parlaient régulièrement, les deux Américains, en fait, ils se connaissaient absolument pas. Alors là, je m'en souviens plus. Il y avait Greg. Alors, il y a un gars qui s'appelait Greg. Je sais plus comment il s'appelle. Greg, j'ai oublié le prénom, j'ai oublié le nom. Et vraiment, puis, il y en a un autre. Les gars en costard qui arrivent à la Ouais, et puis ils se connaissaient pas, en fait. Ah ouais. Tu vois, ils se connaissaient pas, tu vois. Ils se sont rencontrés, je crois, quelques temps juste avant, quoi, tu vois. Et c'est là qu'on commençait vraiment à sentir que c'était de la carotte, tu vois. Et le pire, c'est quand on arrivait en finale de Coupe de France. Quand on arrive en finale de Coupe de France, ils viennent tous à l'hôtel, tu vois. Ouais. Et ils nous disent, ouais, quand vous allez gagner, on va vous donner 15 000 tokens. 15 000 tokens. Et ils disent, ouais, 15 000 tokens. Ils disent, ouais, c'est l'équivalent de 15 000 €, vous inquiétez pas. Et on va vous donner ça dès que vous allez gagner, donc motivé et tout. Écoute, jusqu'à aujourd'hui, on les a pas les tokens, tu vois. Les a pas les tokens. C'est vrai qu'ils voulaient vendre des NFT sur le club. Exactement, mais il y a des supporters qui ont perdu de l'argent avec ça. C'est ça qui est triste en fait, parce que là on peut en rigoler. C'est ça qui est triste. Mais c'est surtout ça, ça qui est triste. Après toi, c'est super triste. Du coup, toi, il te manque 15 000 € aussi, hein. Eh bien, bien sûr, il manque 15 000 €. Il manque 15 000 €. Donc, tu vois, après cet épisode-là, donc, tu repars de zéro, tu vois. Et c'est là qu'après, ça a été très difficile parce que t'arrives en pré-saison l'année d'après. Et, voilà, dis-toi, en pré-saison, t'arrives en pré-saison l'année d'après et tu joues 40 minutes dès le premier match. Mais c'est ça, tu vois, le contexte pour les gens, c'est que, donc, en gros, pendant un an, on vous vend des promesses d'un énorme club, d'un énorme projet, voilà, comme tu dis, une espèce de Disneyland à côté du Palais des Sports de Pau. Vous faites quand même une super saison. Et là, du jour au lendemain, tout l'été, tu sais pas si tu vas... Si tu vas rester, si tu vas descendre, si la Ligue la DNCCG va faire, en gros, entre guillemets, fermer le club, les envoyer en N1 ou même plus bas. Et donc toi, tu sais pas, tu peux pas t'as un contrat, donc tu te dis, attends, moi j'ai rien fait de mal, pourquoi moi je partirais? Mais ok, donc tu pars pas,
mais c'est tellement le bordel et c'est tellement le gouffre que l'année d'après, tu te retrouves avec une équipe où en C'est gros, ça. tu sais déjà C'est limite ça. que tu vas descendre avant même de commencer, quoi. C'est ça. C'était super dur parce que, bah, tu vois, tu veux essayer de reconstruire quelque chose. Tu te dis bon, bah, il y a quand même des gens qui sont pas mauvais, tu vois, et t'essayes voilà, d'aider, tu vois, j'aurais pu partir, tu vois, j'aurais pu aller quelque part d'autre, tu vois, mais c'est là aussi, bah, le côté aussi peut-être trop gentil parfois, tu vois, et parfois trop, voilà, je vais essayer de redorer le blason, tu vois, redorer le club et tout, tu vois. Parfois, c'est peut-être ça aussi d'être trop gentil, tu vois, mais dans tous les cas, je voulais vraiment bah, apporter aussi ma pierre à l'édifice pour essayer de remonter le club, tu vois. Mais c'était tellement dur et quand tu vois que en juillet t'avais encore rien et t'essayes de construire et tu prends tu prends des joueurs, mais tu sais que c'était pas d'abord les priorités, tu vois. Et ouais, t'arrives en pré-saison, premier match, tu fais 40 minutes, tu vois, tu dis aïe. Tu fais deuxième match, tu joues 40 minutes, tu dis aïe, la saison va être longue, tu vois, la saison va être longue. Alors c'est ça aussi, tu vas croire que c'est une plus-value parce que tu vas beaucoup jouer, donc tu vas faire un peu plus de stats. Mais quand t'es une équipe qui perd, bah ça marche pas, quoi. Parce que une équipe qui perd, peu importe tes stats, tu peux mettre 20 points, mais ça n'intéresse pas Non, et les puis équipes qui gagnent, quoi. je pense le truc, c'est que tu vois toute la partie cirque. Tu vois, nous on l'a vu l'année dernière à Limoges où c'était le cirque. Ouais. Au final, les Ouais. gens ils te regardent un peu comme un. Bon, les faites nourrir les mecs, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Et peu importe, ok, Giovanni Nyongue, il a mis 25 points impôts. Ah, mais on s'en fout, c'est des clowns en fait, tu vois. En fait, tout le club, bah, ça renvoie à l'image d'un cirque sur les joueurs, même si les joueurs, ils ont rien demandé. Et ça, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très super dommage, je trouve. Clairement. Est-ce que ça t'a appris certains trucs, je sais pas, sur le fait, tu vois, une espèce de filouterie, quoi, tu vois. Est-ce que voir des gars comme ça, parce qu'il y avait quand même des gars au-dessus, à Pau, qui se sont fait avoir, c'était pas des amateurs, hein, tu vois, à la base. Des hommes politiques, etc. Est-ce que tu te dis, en fait, on vit quand même dans un monde où plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Non, mais c'est ça, en fait. Tu te dis, mais on vit dans un monde de ouf, en fait, tu vois. Et moi, ce qui est ouf, c'est la lettre, en fait. Moi, c'est la lettre de Taquan Pinheiro quand il est venu voir le maire. Moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Vas-y, réexplique ça. Bah, en fait, je crois qu'il est parti voir il a fait une fausse lettre, soi-disant qui vient de Pitino, tu vois. Donc Rick Pitino, c'est un grand coach américain. Exactement. Il doit avoir de l'argent quand même, le mec. Et du coup, il devait soi-disant investir dans ce projet, quoi. Exactement. Et donc, du coup, il fait une fausse lettre. Et il fait une fausse lettre et il signe au nom de Rick Pitino, tu vois. Et puis, il va voir François Bayrou et il présente le projet, en fait, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend ouf, quoi, parce que je me dis, mais comment tu peux croire à une lettre comme ça et t'essayes même pas de creuser un petit peu et de te renseigner sur le truc, quoi, tu vois. Et c'est là où tu vois quoi, on est dans un monde de ouf, quoi. On est dans un monde de fou et il y a toujours des choses folles comme ça qui se passent dans ce monde, quoi. Ouais, surtout dans le milieu du sport, quoi, tu vois. Je pense que, en fait, quand tu veux entendre quelque chose, si on te le met devant les yeux, même si c'est vrai ou pas, tu te dis, c'est comme les coachs, tu sais ce que je veux dire. T'as envie d'entendre que t'es bon, que tu vas jouer 30 minutes, même si le mec, des fois, tu sais que c'est pas vrai, il te le dit, c'est clair. C'est bon. C'est clair. C'est ce que je veux entendre. Tu vois, c'est clair. T'as raison, on vit quand même dans un monde de cinglés, quoi. Et derrière, donc, à cause, entre guillemets, de cette saison, tu commences au début, tu signes assez tard à Dijon, il me semble. Tu te dis quoi à ce moment-là? En gros, bon, bah, c'est retour à la case départ, un peu, ou tu dois être un peu dégoûté quand même? Bah, c'est frustrant, tu vois. C'est frustrant parce que bah, tu sais ce que tu peux apporter à une équipe, tu vois. Et bon, en fait, j'étais pas trop inquiet parce que j'avais déjà traversé un épisode comme ça quand j'étais à Boulazac, tu vois. Je sortais d'une saison, bon, après c'était pas pareil, mais je sortais d'une saison très difficile à Boulazac et j'ai mis du temps à signer, tu vois. Donc je savais que tôt ou tard j'allais trouver forcément un club, que ce soit même la Pro B, tu vois, parce que j'étais pas forcément, voilà, j'avais des ambitions de Pro A parce que je sais que je suis potentiellement et je sais que je peux jouer en Pro A, tu vois. Mais ouais, de tarder comme ça, bah c'est super dur parce que t'as ta famille, tu vois, t'as tes enfants ils doivent aller à l'école, tu vois, tu dis bon, je vais les amener à l'école où, tu vois, et c'est super frustrant, tu vois, et quand t'es là, bah t'es patient, mais en même temps tu dis ouais, quand ça va arriver, tu vois, et puis et là t'as des clubs qui viennent, tu vois, à la base t'es pas intéressé par ces clubs, et tu poses quand même la question, tu dis mais est-ce qu'ils sont vraiment intéressés, tu vois. À un moment donné il y avait Gravelines qui était intéressé, mais tu vois, ça me disait pas trop, je voulais quand même des clubs potentiellement qui pouvaient toucher à la Coupe d'Europe, tu vois, et quand t'as des clubs ça, tu dis bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'ai un épisode, moi je m'en souviens, ma femme elle me dit ouais, si tu vas à Gravelines, tu vas seul, et moi je reste là où je suis, tu vois. Je reste là où je suis. Non, là on était parti dans la maison familiale, tu vois, on était en Normandie. OK.
Et il disait, ah, moi, je reste là et toi, tu vas à Gravelines parce que j'ai pas envie d'aller à Gravelines, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, c'était dur, mais voilà, on sait très bien, voilà, on avait grandi, tu vois, j'avais quand même 30 ans, 32 ans, tu vois, et je sais que le business c'est comme ça et qu'à un moment donné, ça va venir, quoi, tu vois. Et derrière, tu signes à Dijon, qui est quand même un bon club. Ouais, Et ouais. je trouve vraiment que ça fait quelques années où tu arrives très vite à rentrer tu vois, dans un rôle. T'as pas forcément Ouais, ouais. tu vois, à Pau, comme tu dis, tu as joué 40 minutes une saison. Et la saison d'après, bah, tu n'as pas de club pendant 3 mois. Tu arrives à Dijon, Mm, allez, 2-3 matchs d'adaptation, mais tu es vite bien performant. sûr. Et est-ce que c'est pas une de tes plus grosses qualités, ça, entre guillemets, tu vois, on peut te faire jouer 4, on peut te faire jouer 3, tu peux shooter, tu peux bastonner. Mhm, mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je pense que la première qualité que j'ai et que j'ai toujours eu, c'était bah mon énergie, ma défense, tu vois. Mm. Je pense que déjà à ce niveau-là, en tout cas dans mon profil, si j'avais besoin justement de montrer que j'avais au moins une qualité qui pouvait me faire rester à ce niveau-là, tu vois. Et la base pour moi, c'était vraiment ces qualités-là. J'étais pas forcément un mec talentueux, tu vois, qui avait beaucoup de talent et tout. Mais à force de développer, tu vois, le shoot à 3 points, etc. Bon, j'ai su ramener quelques qualités, mais c'est vrai que ma base c'était vraiment la défense, tu vois. Et j'ai su, bah, c'est vrai à chaque fois où j'étais dans une équipe, bah, j'ai su m'adapter et ramener vraiment cette pierre à l'édifice, et ramener un peu plus d'énergie que l'équipe avait, tu vois. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'a aidé. Après, bien sûr, de rentrer aussi tu vois, je suis quelqu'un aujourd'hui, j'essaye de regarder d'abord à la physionomie du coach, tu vois, Ok. et de rentrer dans cette physionomie-là, et après, bien sûr, essayer d'adapter maintenant mes qualités et de faire retranscrire et ressortir mes qualités après. Mais bien sûr, d'abord rentrer dans un rôle, tu vois, et bien sûr, après, quand je fais le rôle, je pense, de la bonne manière, bah, je pense que c'est là que le coach peut donner vraiment une certaine liberté, quoi. Tu vois. Sachant que je trouve que tu es un des joueurs qui, quand même, quand tu shootes, que tu marques ou que tu loupes, ah, tu perds pas confiance, quoi. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce point-là. Tu vois, alors dans une bonne série, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce qu'on en revient encore à la foi? Ou ça, là, je suis totalement hors sujet et c'est simplement, tu as toujours eu confiance en toi comme ça? Bon, c'est vrai que la base c'est vraiment la foi, mais tu vois, il y a des exemples, tu vois, je prends ton exemple. Moi, j'ai vu ton exemple à toi, par exemple quand on était à Levallois, et tu as eu un gros déclic, tu Hmm. vois. Tu as eu un gros déclic quand tu as commencé à te mettre à bosser comme un ouf, tu vois. Et j'ai vu justement la confiance que tu avais en ton shoot, tu vois. Et comment tu shootes 99 fois tu rates, mais le prochain c'est dedans en fait. Hmm. Et je pense que bien sûr il y a la foi et tout, mais il y a aussi les exemples. Il y a aussi Ouais. des exemples que tu prends et tu observes et t'essayes de capter, tu vois, la manière dont ils réagissent, la manière dont ils font, tu vois. Quand tu vois des mecs avec qui j'ai joué comme Jason Rich, tu vois, Hmm. qui étaient des mecs, ils perdaient jamais confiance en eux, tu vois. Toi, t'as jamais perdu confiance en toi malgré le shoot. Alors peut-être que tu ne le montrais pas, tu Hmm, vois. bien sûr, ouais. Mais je pense que voilà, tu ratais un shoot, mais le prochain c'était dedans parce que t'as une telle confiance en ton shoot, tu vois. Et bah c'est toutes ces petits exemples là que j'ai pris, j'ai essayé d'assembler et à chaque fois que bah je rate un shoot, je sais que le prochain bah je vais essayer de le prendre avec confiance et essayer de le mettre quoi, tu vois. De toute façon, c'est la seule. Souvent, tu sais, on veut de la. On vient de voir, on veut de la. Comme je disais dans un truc sur Instagram, on veut de la potion magique, tu vois. Au final, Mm. travail et confiance en soi, et Bien l'un ne sûr, va pas sans l'autre, parce que, bon, au final, bien sûr. quelqu'un me disait la dernière fois, ouais, mais au-delà du travail, l'aspect mental, c'est encore plus important, parce que si t'as Mm. pas confiance en toi en match, tu vas pas marquer tes shoots. Ok, je suis Mm, d'accord. mm. Mais le problème, c'est que si t'as tellement confiance en toi, mais que t'as jamais travaillé, ah, tu peux shooter, hein. Mais Exactement, tu risques pas de marquer non exactement, plus, hein. Donc, exactement, exactement. tu vois, c'est vraiment super, super important. Qu'est-ce que tu dirais maintenant, là, avec. Ça fait quasiment 15 ans que tu es professionnel. Mhm, Tu as eu des très hauts, des très bas, on va dire. mhm, mhm, Euh, c'est quoi pour toi le conseil que tu donnerais maintenant à un jeune Jovan, tu vois, vraiment dans ton profil, pas un gars qui est sur les radars, qui est annoncé numéro 1 de la draft à 15 ans, tu vois, mais plutôt mhm, mhm, un gars qui est sous le radar, quoi. mhm. Je dirais process. Je dirais process parce que je pense que ça définit bien un peu mon histoire. Je pense process parce que tu vois, on est dans une société aujourd'hui où les générations d'aujourd'hui elles veulent tout vite, tu vois, elles veulent la gloire vite, elles veulent la lumière vite, et c'est un peu le syndrome des highlights, tu vois, les highlights Instagram et les réseaux sociaux aujourd'hui.
Et tu vois, je parle beaucoup aux jeunes qui sont à Saint-Quentin et je leur dis, mais vous savez que cette société-là, elle nous a menti en fait, elle nous ment aujourd'hui parce qu'on veut tout vite. Mais quand tu regardes le naturel, tu vois, tu plantes une graine, la graine avant de pousser, de porter du fruit, bah, elle va d'abord mourir en terre, tu vois. Et elle va travailler la terre et après elle va porter du fruit. Donc moi je dirais au jeune Jovan qui est aujourd'hui, je lui dirais process, je lui dirais de travailler. Et je lui dirais de croire que l'impossible est possible, tu vois. Mais cet impossible qui devient possible, il se fait tous les jours avec des actions qu'on pose tous les jours, parce que je pars du principe où quelqu'un qui travaille 1 heure toutes les 2 semaines, mais il va pas réussir, parce que une personne à côté qui peut travailler 5 minutes tous les jours, 10 minutes tous les jours et rajouter tous les jours, je pense que c'est ça qui va l'amener pas à pas vers le succès. Tu vois, donc vraiment process. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moments où maintenant tu vois, maintenant, même moi, je me dis, bien sûr, je suis heureux où je suis, j'ai une belle vie. Tu me demandes, est-ce que tu changerais quelque chose? Je te dirais non. Mais maintenant, si je reprenais plein de trucs, il y a plein de trucs que j'aurais changé, tu vois. On va pas se mentir. Maintenant, tu peux connecter les points, comme disait Steve Jobs. Bien sûr. Mais sur le coup, il y a plein de trucs que j'aurais changé. Je me dirais, je serais pas allé là-bas, j'aurais peut-être signé là-bas, je serais peut-être parti plus tôt, etc. Est-ce que toi, tu as des moments comme ça où tu te dis là j'aurais peut-être, tu vois, par exemple tu disais peut-être Pau avant, tu vois, avant la dernière année, j'aurais dû partir. Est-ce que t'as des moments comme ça où tu te dis j'aurais peut-être pu faire mieux? Ouais, je pense que l'épisode Boulazac, moi, ça a été dur, tu vois, parce que je pense que j'aurais pu faire mieux et je pense que j'aurais pu être un peu plus patient, parce que je voulais tout vite, tu vois. Je pense que c'est à ce moment-là que j'aurais pu faire mieux et je pense que c'est là que j'aurais pu faire une grosse bascule, tu vois. J'aurais pu être un peu plus patient, travailler un peu plus, tu vois. J'étais pas à 100%. Je suis arrivé dans une circonstance où on m'a promis beaucoup de choses à Boulazac, parce que bon, moi j'en parle pas de Boulazac, tu vois. Parle-nous-en de Boulazac, John. Fais-nous rêver de Boulazac un peu. Parle. Non, mais j'arrive à Boulazac et on me fait énormément de promesses. Tu vois, le coach était Claude Bergeau. Et on me fait énormément de promesses. J'arrive avec le frère de ma femme, Héloïse. Et on va là-bas, tu vois, et donc on rencontre Claude Bergeau, donc il me fait vraiment beaucoup de promesses de ce que je vais devenir comme joueur, etc. Et j'arrive à Boulazac, le premier match, je joue 18 minutes. À l'époque, j'étais avec Jérôme Sanchez, des super mecs, tu vois, Aurélien Salmon. Trenton Minchan nous a rejoint après, tu vois, mais j'arrive, je joue les premiers matchs, et après au fur et à mesure, je joue pas, sans raison. Sans explication, mais c'est pas ça le pire, c'est que on me fait des choses que j'ai jamais vues dans le sport, en fait, tu vois. On me fait des trahisons, on me fait des trucs. Un jour, je m'en souviens, on allait en Coupe de France et on est à l'entraînement et le coach il dit bon bah comme on n'a pas besoin de toi et qu'on sait que tu vas pas jouer, bah vaut mieux que tu restes chez toi. Wow. Vaut mieux que tu restes chez toi. Ouais, vaut mieux que tu restes chez toi. Et moi, tu vois, à l'époque, je dis à mon agent, écoute, il veut que je reste chez moi. Mais je vais pas le faire parce que si je le fais et que je reste chez moi, bah ça peut être à porte-à-faux contre moi, tu vois. Exactement. Et donc j'ai demandé à faire une décharge. J'ai demandé à faire une décharge, tu vois, pour que je signe et qu'il signe, tu vois. Et puis c'est là que les joueurs ils ont fait une petite pétition pour que je reste. Plein de petites choses comme ça, et tu vois. Tu sais que ça c'est les petits trucs en plus où l'année dernière on a eu le cas avec un coéquipier. Ouais. C'est même pas le coach qui a osé lui dire de rester chez lui. C'est l'assistant. Il a envoyé l'assistant lui dire reste chez toi. Incroyable. Nous on lui a dit écoute. Tu dois d'abord écrire au GM pour avoir une preuve écrite. Bien parce sûr. Que ça, typiquement, le syndicat des joueurs, ils font un bon taf avec ça, de te prévenir. Ouais. C'est typiquement le genre de cas où tu te dis bon, bah ok, on m'a dit de rester chez moi, je reste chez toi, boum, tu reçois ton courrier. Ah, et après, tu vas aller voir, vous m'avez dit de rester chez moi. Ah non, on n'a jamais dit ça. Exactement, tu vois. C'est ouf, hein, c'est ouf. Et il y a un épisode où on est à Gravelines, on fait 3 prolongations, on gagne le match. Et donc je jouais pas, je jouais pas. Et puis comme Aurélien Salmon était blessé, donc je joue un petit peu. Je crois que je fais peut-être 20 minutes, 14 points ou 15 points, tu vois, je joue. Et puis le lendemain, je crois le surlendemain, on arrive à l'entraînement. Et puis il me dit non mais ça y est, on a eu besoin de toi contre Gravelines, maintenant c'est fini. On a plus besoin de toi, tu peux repartir sur le côté, va dans l'autre salle pour t'entraîner, tu vois. Et quand il va un joueur blessé, allez, tu vas jouer poste 5 et tu vas exactement faire ce qu'on te demande, tu vois. Plein de petites choses comme ça qui te rend ouf, en fait, tu vois. Ma femme est devenue ouf. Mais dans ça, tu vois, j'ai grandi parce que j'ai essayé de manifester un caractère qui était différent, tu vois. J'ai essayé de travailler, montrer l'exemple. Et à la fin de l'année, tu sais quoi? À la fin de l'année, donc Claude Bergeau, il devient GM.
Thomas Andrieux, il prend la relève pour le coaching et ils osent me demander de rester. C'est vrai. Et ça, je crois que ça c'était le Graal, tu vois. Je crois que c'était le Graal, tu vois. C'est vraiment demander de rester alors que tu m'as manqué de respect toute l'année comme ça. Alors, je suis bien gentil. J'ai de l'amour, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire. C'était ma prochaine question, Jovan. C'était dans cette situation-là. À quel point ta foi, parce que comment tu fais pour gérer ça en fait, tu vois, comment tu fais pour garder la foi et te dire il faut que je sois, tu vois, après tu as dit avant l'amour c'est pas forcément que être tout le temps doux et tout. Mais là moi la Bible moi je la mets de côté, je peux plus là. Hein. Non, c'est dur, tu vois, mais je pense que à travers les épreuves, il y a toujours des fruits et des traits de caractère que tu vas recevoir, tu vois. Tu vois quand tu es tout le temps méprisé, critiqué, on t'insulte, moi je regardais pas les commentaires, mais ma femme regardait, donc elle me disait, tu vois. Ça c'est la plus grosse erreur. Ça c'est la plus grosse erreur. Si on peut conseiller à toutes les femmes de joueurs, les enfants, les copains, arrêtez de regarder les commentaires, ça sert à rien. Ah mais clairement. Et mon beau-frère, il faisait des faux comptes pour répondre aux gens parce que tu vois, c'était un truc de ouf, tu vois. Et tu vois, moi je regardais pas ça, mais c'était dur, tu vois. Et tu vois quand t'entends les critiques, les mépris, ouais, t'es bon qu'à rien, t'es bon qu'à jouer en N2, en truc, en machin. Et quand tu ressors de là, aujourd'hui on peut me critiquer tous les jours, mais j'en ai rien à carrer en fait, tu vois. Et parfois c'est ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup de vertus que j'ai pu avoir grâce à ces situations et ces difficultés. Maintenant quand ils me demandent de rester, là t'es pas l'amour quoi, tu vois. Là t'es dit écoutez, il y a eu un manque de respect, donc moi je pense que vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais lorsque vous touchez à mon intégrité, à mon intégrité, là je préfère vous quitter et aller ailleurs, tu vois. Et je pense qu'ils l'ont regretté. Et dans ces situations-là, je pense que tu as vraiment deux choix, comme tu dis. C'est soit... et souvent, les joueurs, tu les vois, c'est là où ils commencent à arrêter de travailler. Et ils commencent à arrêter de travailler en se disant, de toute façon, je vais pas jouer, ça sert à quoi de travailler Et en fait, tu es en train de leur expliquer. Moi, je l'ai vécu à Paris quand ils m'avaient blacklisté et mis de côté pendant 2-3 mois, où je jouais 0 minutes, etc. Et en fait, quand je bossais avec Thomas, je me disais en fait, je bosse pas pour eux, en fait, je bosse pour l'année prochaine. Tu vois, je bosse pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, en fait. Et en fait, il faut que les gens comprennent que tu travailles jamais pour le club, en fait. Si le club, tu joues bien, du coup, tant mieux. Mais t'es ta propre entreprise, en fait, et ça doit te trouver des clients à la fin de l'année. Bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, parce que tu vois, quand je travaillais 2 heures avant, 2 heures après, alors que je jouais pas, tu vois, mais je travaillais pas pour Boulazac, c'était pas pour faire des performances, tu vois, parce que je savais très bien que j'allais pas jouer. Bien sûr que ça m'a aidé, parce que tu vois, quand j'étais, tu vois, souvent dans ces situations-là, quand ils te mettent sur le terrain, si tu travailles pas et t'es pas bon, c'est là maintenant qu'ils vont dire, voilà, tu vois, on a eu raison de me mettre sur le côté, tu vois. Donc je travaillais bien sûr dans l'optique de peut-être si je suis sur le terrain, il faut que je sois efficace, mais tu penses pas à ça. Tu te dis l'année prochaine, je dois avoir un job. Et puis dans 2 ans, dans 3 ans, où tu te vois en fait. Donc du coup, quand tu fermes les yeux, tu t'imagines, tu vois. Et c'est ça, c'est le but en fait. Qu'est-ce que tu vois demain en fait. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir ce feu-là et cette envie de travailler, quoi. Tu vois. De toute façon, la plupart du temps, quand ils te mettront sur le terrain dans des situations comme ça, c'est en grande partie pour te montrer que ils ont raison. Et en fait, tu peux être qui tu veux. Je suis persuadé, tu mets n'importe quelle star NBA, tu la fais pas jouer pendant 10 matchs, tu lui donnes 5 minutes dans un corner. Exactement. Je m'en fiche qui tu es. Tu peux, c'est mort. Tu peux être aussi bon que tu veux, ça sert à rien. Jovan, on va conclure cet épisode, mais on va pas rester sur cette haine. Emmène-moi un petit message d'amour pour finir l'épisode là. Non, je dirais que il existe un amour qui est patient, pourquoi tu veux rigoler? T'as vu? Non, même pas, j'écoute. Non, j'écoute. Non, tu vois, je pense que voilà, le message que j'aimerais transmettre et que je transmets, j'essaie de transmettre tous les jours à des sportifs et à toute personne qui est au contact avec moi, c'est qu'il y a un amour qui est vrai, tu vois, un amour qui n'écrase pas les autres, un amour qui est patient, un amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'enfle pas d'orgueil et voilà, c'est simplement le message d'évangile. Jésus est venu pour nous montrer cet amour-là, non seulement pour nous dire qu'il nous aime et que Dieu nous aime, mais aussi pour nous permettre de nous aussi expérimenter cet amour-là et de devenir ces personnes qui sont remplies d'amour, parce que le monde a besoin d'amour, les gens ont besoin d'amour. La haine aujourd'hui, les meurtres, les défis d'aujourd'hui, et surtout les hommes, parce que les hommes sont la cible, la première des cibles, ce sont les hommes, parce que ce sont eux que les enfants regardent, tu vois.
Donc c'est vraiment ce message-là que j'aimerais transmettre, c'est qu'il est possible d'avoir un amour et un caractère qui est différent et ça commence d'abord par l'intérieur, tu vois. La religion souvent nous essaie de nous faire des choses à l'extérieur, tu vois, mais on essaye plutôt de commencer par l'intérieur et je pense que si chacun d'entre nous en change l'intérieur, on vivra dans un monde qui sera beaucoup plus beau et apaisant, quoi. Amen. Amen. Merci Joe pour cet épisode. Si on veut, pour ceux qui veulent continuer à te suivre, notamment ce qu'on disait, que t'as ta chaîne Instagram, YouTube. Enfin, t'as YouTube, je sais pas. On a commencé YouTube aussi. Okay. On a commencé YouTube aussi. Ok, ouais. cool. Du donc, coup, comme vous êtes plusieurs, pour ceux qui veulent suivre, tu peux un peu faire de la pub. Ouais, c'est donc ça s'appelle The Ball in Church, The Ball in Church, Okay. tout attaché. Voilà, donc on est sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok aussi. Comme on a vu que TikTok ça commence à chauffer un peu là-bas, tu vois. Ah donc, ouais, il faut. donc il faut y aller, tu vois. Donc voilà, c'est là qu'on. Et puis on a beaucoup de séances ensemble, donc on se réunit quasiment toutes les semaines. 3 fois dans la semaine avec des joueurs, avec des sportifs pour parler un petit peu des défis des sportifs et comment faire pour les traverser, quoi. Ok. Bon, super. Merci mon gars, ça fait plaisir. Super. Bonne Merci. fin de saison à toi, à part le, Merci à à toi part le aussi, 18 Nico. mai, mais sinon Exactement. que du bon. À plus. Nickel, Nico. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. Ce podcast est sponsorisé par Lab Basketball et ses camps de basket, ainsi que tous nos autres projets. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. À bientôt!